assisté aux images les plus choquantes de ce que beaucoup considèrent comme les fantômes les plus effrayants jamais filmés. Dans la maison, les placards de la cuisine s'ouvraient et se fermaient tout seuls. La vaisselle volait comme si quelqu'un avait pris un frisbee et le lançait du placard. Je regardais la télévision. Les chaînes se mettaient à zapper de plus en plus vite. J'ai dit à mon mari, « Chérie, tu vas croire que je suis folle, mais il y a un esprit maléfique dans la maison. » Ce bungalow dans la ville portuaire endormie de San Pedro, Californie, est le site des rencontres des poltergeists les plus bizarres jamais enregistrés. Une femme que nous appellerons Jackie et ses 2 enfants en bas âge vivaient avec ce qu'elle pense être une présence maléfique. Jusqu'à ce qu'un jour, ces craintes deviennent réalité. Tandis que le caméraman Barry Conrad tourne cette vidéo, un étrange liquide rouge d'origine inconnue se met à suinter de la maison. Ça sortait de partout, ça dégoulinait des murs. Tout le monde est sorti, sauf nous. La commode s'est mise à dégouliner. Personne ne nous a cru, mais c'était bien réel. Là, ça coule. Incroyable. Quelques jours plus tard, la vie chez Jackie devient encore plus chaotique. Il se passait des choses. Des objets étaient lancés comme les jouets des enfants. On entendait des bruits. Arrive un stade où Jackie n'en peut plus. Elle laisse à Barry Conrad ce message affolé. Je ne reste pas là, il faut que je me tire d'ici. Barry et son équipe se précipitent sur les lieux. Jeff Whitcraft et le photographe Gary Bohm vont enquêter plusieurs mois sur les mystérieux sons provenant du grenier. Ils ne tarderont pas à le regretter. Ça m'oppresse un peu de monter, mais bon, quand faut y aller, j'ai un équipier, ça devrait aller. J'essaie de leur dire, quoi que ce soit, ça ne veut pas de nous ici. Ni de vous, ni de moi. Fichons le camp. Soudain, ils entendent un bruit étrange venant du dessus. Il y a eu 3 claquements de doigts, très distinctement, à mon oreille gauche. Comme ça. Les 2 hommes affirment qu'à ce moment, ils ont été attaqués. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Je te l'avais dit, descends. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Jeff, descends. Il faut que je me tire, c'est l'enfer. Jeff, reviens. Prends le micro, prends le micro. Voilà, doucement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Regarde son cou. Qu'est-ce que tu as au cou? Je ne sais pas. Un bout de corde. Gary, descends. J'ai lu la terreur sur son visage. Il était terrifié. Ses lunettes avaient disparu. Puis on a vu la cordelette autour de son cou. Ça a atterri sur mon cou comme ça, puis ça a été entortillé. Je ne sais pas à quel point, mais je le sais parce que c'était serré autour de mon cou. Ensuite, ça a été pendu à un clou sur une des poutres qui traverse le grenier. Le flash de l'appareil photo de Gary illumine le grenier et saisit ce qui ressemble à une attaque. Prends une photo de son cou. Regarde ça. Vous avez vu son cou? La corde avait laissé des marques de brûlure sur son cou. Il était choqué. Il ne se souvient que d'avoir eu un trou noir un instant. Que s'est-il passé? J'ai quelque chose autour du cou. Quand j'y repense, je me dis que je ne suis pas passé loin de la mort. Ça ne fait aucun doute. Selon les témoins, Jackie fait une surprenante découverte juste avant l'aube. Une mystérieuse marque rouge apparaît sur le front de sa fille de 4 mois. Regardez ce qu'il y a sur le front du bébé. Allons-nous-en, je vous en prie. Que lui est-il arrivé? Oh mon Dieu! Je suis partie ce soir-là. Je n'y ai plus jamais habité. J'ai pris mes enfants et je suis partie. Dans l'histoire de la recherche psychique organisée ou études paranormales, qui ont commencé en Angleterre en 1882, on ne recense que quelques cas où le phénomène s'est directement, distinctement attaqué aux gens en présence des enquêteurs, dont cette affaire à San Pedro. Aujourd'hui, la maison est calme. Impossible donc de savoir ce qu'il s'y est réellement passé. Jackie est partie avec ses enfants, mais ses souvenirs effrayants ne la quitteront jamais.
À 5000 km dans l'Ohio, une autre famille a l'impression qu'elle n'est pas seule. La famille entendait des bruits la nuit. Au réveil, ils trouvaient des objets déplacés, renversés, des assiettes et des verres cassés. Cherchant la cause, le père laisse une caméra vidéo allumée la nuit. Voici ces images étonnantes. Regardez le verre glisser sur la table, apparemment de lui-même. Puis on voit une machine à écrire se déplacer. Elle n'est pas branchée. Ensuite, une chaise s'écarte de la table. Mystérieusement, le fauteuil à bascule commence à se balancer. Puis on entend la porte d'entrée à gauche du fauteuil. Elle s'ouvre et se ferme. John Osborne nous donne son opinion sur ces images troublantes. J'y ai cherché maintes et maintes fois des preuves de tricherie. Je n'ai rien trouvé. À l'autre bout du pays, un homme qui rénove sa maison filme quelque chose qui semble encore plus perturbant. L'entrepreneur se plaignait qu'en arrivant le matin, les ouvriers trouvent des dégâts et leurs outils déplacés. Il a décidé de placer une caméra cachée pour attraper les vandales. Mais ce que la caméra enregistre n'est pas l'œuvre d'un vandale. C'est impressionnant de voir cette chaise qui glisse à travers la pièce. Mais le plus impressionnant dans ces images, c'est cette plaque de plâtre. On dirait qu'elle est arrachée du mur et tirée en l'air. Si c'était simplement tombé, ça aurait été à la verticale à cause des lois de la pesanteur. Là, par contre, c'est arraché vers le haut. C'est tout à fait stupéfiant. Bien que déroutant, ces poltergeists ne semblent pas témoigner d'hostilité. Mais d'autres cas sont bien plus sinistres. Voici les démonologues professionnels Ed et Lorraine Warren. Un poltergeist, ça peut être terrifiant. Si quelqu'un prétend qu'ils ne sont pas malfaisants, il devrait y réfléchir à deux fois. En 50 ans de chasse aux fantômes, Ed et Lorraine affirment avoir rencontré des centaines de poltergeists. De nombreux livres ont été écrits sur eux, et ils ont été consultants sur plusieurs affaires qui ont fait couler beaucoup d'encre, comme Amityville, la maison du diable. Le poltergeist n'est qu'un diable ou un démon. Les gens disent, ce type revient au Moyen-Âge, ça n'existe pas, les diables et les démons. Eh bien si. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Les Warren estiment avoir filmé dans ce foyer du Connecticut certaines des preuves les plus évidentes jamais enregistrées. Pendant des mois, cette famille, dont on a flouté les visages pour protéger leur identité, a été tourmentée par ce qu'elle craint être un poltergeist. Ed tente de communiquer avec l'esprit qui se manifeste. Un coup pour oui, deux coups pour non. Es-tu un homme? Es-tu un garçon? La mère est appuyée contre la table de la cuisine. Ses mains sont bien visibles, pendant que Ed continue à poser des questions. Tu veux que les gens qui habitent ici déménagent? Un coup pour oui, deux pour non. Oui. On a essayé, mais on n'arrive pas à vendre. Qui te déplaît le plus ici? Est-ce leur père? Est-ce leur mère? Je t'ordonne de révéler ton identité. Puis Ed décide d'affronter le poltergeist tout seul. Fais-moi un signe. C'est toi qui bouges quelque chose? Donne-moi un signe que tu es là. Ce que j'ai fait, c'est une provocation religieuse. Il faut que je le provoque pour avoir une manifestation extérieure. Tel était mon but. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de révéler ton identité. La nuit suivante, la famille rapporte que le poltergeist semble plus actif que jamais. Mais maintenant, il se focalise sur la fillette de 10 ans. On voit que la petite essaie de faire ses devoirs, mais la chaise n'arrête pas de reculer. Vous la retenez, non?
Voilà la force que ça a. On voit que la fillette a les pieds sur les barreaux de la chaise. Elle ne se soulève pas elle-même du sol et ce n'est pas la mère qui incline la chaise. Personne ne touche cette table. Elle bouge indépendamment. N'ayez pas peur. Cette épreuve effrayante fait fondre en larmes la fillette. Ce n'est pas la première fois. Tout va bien se passer, ma puce. Il essaie de nous parler. Ça va? Mais les manifestations continuent. Plus tard, alors que la fillette essaie de dormir, une force invisible semble la tirer du lit. Ça me tire en avant. Ça va? Les Warren organisent la venue de 3 prêtres pour désenvoûter la maison. Et les perturbations cessent. Mais pour combien de temps? Le poltergeist en colère reviendra-t-il? Nous avons découvert qu'on pouvait le calmer, mais qu'ensuite l'escalade reprend. On garde les doigts croisés, parce que ça pourrait revenir, et on prie pour que ça n'arrive pas. Il était 3 heures du matin. Je me suis réveillé d'un rêve. J'ai regardé au-dessus de moi et j'ai vu le torse de mon frère qui flottait au-dessus de ma tête. Cette présence entre dans la pièce et me paralyse. Tout mon corps se paralyse, comme si on m'immobilisait. Je ne peux ni bouger ni parler. Il était baigné d'une magnifique aura blanche. Je me souviens juste qu'il me regardait et me disait en pensée de ne pas avoir peur, qu'il ne me ferait aucun mal. Je ne pouvais ni crier ni bouger, rien faire. Alors j'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, elle était toujours là et me fixait. Quand le groupe de rock australien Wildland a entrepris de filmer ce clip vidéo, il ne s'attendait pas à entrer en contact avec l'au-delà. L'équipe passe la journée à tourner dans la ville minière désertée de Glen Davis. Le temps est orageux et l'ambiance de ce site isolé troublante. Il faisait un froid de canard. C'était un lieu très étrange, comme une ville fantôme. Plus tard, quand le film est développé, il expose une image déroutante. On dirait la silhouette mystérieuse d'un homme à l'arrière-plan parmi les ruines de béton. C'était une silhouette sans visage. La tête était légèrement disjointe du corps. Tous ceux qui étaient là ce jour-là soutiennent que la silhouette n'est pas humaine. Quand j'ai filmé, il n'y avait personne là. J'avais des gens à côté de moi qui avaient le même angle de vue. Il n'y avait personne. C'était totalement inexpliqué. En dehors de l'équipe, il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde. Absolument personne. Certains croient que cette apparition spectrale est l'esprit d'un mineur disparu il y a des années au cours d'un terrible désastre. Beaucoup d'hommes ont péri dans des accidents à la mine. Certains ont été décapités. D'autres se sont noyés. Un corps en particulier a été trouvé non loin du site où le fantôme est apparu. Mais il y a une autre explication possible. Dans les années 50, de jeunes prêtres étudiaient dans ce lieu désolé. L'un d'eux connut une fin tragique. Les gens du coin évoquent un suicide qui a eu lieu sur le site où le clip a été tourné. Cette silhouette mystérieuse porte-t-elle la robe d'un homme d'église? Personne n'en sera jamais sûr. Mais les gens qui étaient là ce jour-là pensent avoir la réponse. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que c'était un fantôme. C'était assurément un fantôme. Aux États-Unis, on pense avoir filmé une autre apparition en vidéo. La famille qui habite cette maison de Pennsylvanie dit avoir entendu pendant des mois d'étranges bruits de pas au milieu de la nuit. Pour essayer de déterminer l'origine de ces bruits de fantômes, la famille installe une caméra vidéo dans le couloir. Voici ce qu'elle enregistre.
Regardez cette forme lumineuse qui flotte dans le couloir, puis semble entrer par une porte. Est-ce l'image d'un fantôme? C'est le bras de grand-mère. Edgar Harris pense que c'est le bras de sa mère décédée qui vécut autrefois dans la maison. Elle avait tendance à se lever et se balader la nuit. C'est sûrement ce qu'elle fait, elle se promène. Pourquoi sa mère entrait-elle ce lieu? Edgar pense qu'elle est devenue la gardienne de son petit-fils qui vit maintenant dans cette maison. Je crois qu'elle vient le voir dans son berceau la nuit et qu'elle veille sur tout le monde dans la maison. Est-ce un esprit bienveillant venu de l'au-delà? Pour Edgar, la vidéo parle d'elle-même. Mais ces archives intrigantes pâlissent auprès de ce qu'on a saisi à Greencastle, dans l'Indiana. Ce conte étrange commence avec ces deux hommes, Guy Winters et Terry Lambert. Pendant des années, Guy et Terry ont entendu des rumeurs sur une maison hantée dans la banlieue de la ville. Les gens ont vu le fantôme d'une femme, une apparition qui descendait l'allée qui menait à cette vieille maison. Intrigués, les deux hommes décident de mener l'enquête dans la maison hantée avec leur propre caméra. Ceci est la vidéo de cette soirée inoubliable. Il devait être minuit, il y avait une tempête, des coups de tonnerre. Je n'avais jamais vu des éclairs pareils, comme du plastique qui goûtait du ciel. Vraiment bizarre. Au milieu des arbres, il y avait une grande maison, en vieilles briques, abandonnée, d'allure délabrée. Inconscients de ce qui les attend, Guy et Terry pénètrent à l'intérieur. Tout projetait des ombres à travers la maison, ça faisait bizarre. On a pris une série de photos dans la maison, le rez-de-chaussée, l'étage, l'escalier. Terry dit s'être aventuré à l'extérieur pour prendre d'autres photos. J'ai pris une série de 3 photos d'une fenêtre à l'étage. Après, j'ai fait le tour de la maison et j'en ai pris une de l'entrée. Resté dans la maison, Guy continue ses recherches. Soudain, il a le sentiment qu'il n'est plus seul. J'ai senti une présence me submerger. Il y avait une odeur de soufre et de rose. Une odeur très forte. T'entends ça? Un cœur qui bat? J'entendais un battement de cœur dans ma tête, mais ce n'était pas le mien. J'ai vraiment cru mourir. J'étais envahi par l'angoisse, j'avais peur de ne pas réussir à sortir de là. Guy et Terry s'enfuient de la maison et courent sans s'arrêter jusqu'à leur camionnette. Mais cette histoire de fantôme est loin d'être finie. Quand Terry développe la pellicule, il est renversé par ce qu'il voit. 3 photos consécutives de ce qui ressemble à une femme flottant dans une lumière rose à la fenêtre à l'étage. Une autre forme rose est saisie à la porte de derrière. Ça m'a estomaqué, je n'ai jamais rien vu de tel sur une photo. Pourrait-ce s'agir du fantôme de Greencastle ou simplement d'une anomalie photographique? Pour le savoir, Guy et Terry ont montré les photos à leur ami Mike Orman, expert en photographie. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qui apparaît sur les photos vient des négatifs. C'est très intéressant, et même un peu déconcertant. Ces images mystérieuses ont ensuite été analysées par un expert en infographie, Sean Dempsey. Pendant l'examen high-tech de Sean, la photo révèle un autre secret, étonnant. J'ai essayé un effet de bas-relief qui consiste à accentuer les parties claires et sombres de la photo. Et j'ai eu la chair de poule avec celle-ci. Son visage, je ne sais pas comment le dire autrement, mais pour moi c'est un crâne. Je dois être franc. C'est soit la photo authentique d'un fantôme, ou ça a été fait avec une technique photographique que je ne connais pas. Les experts étant à court de réponses, Guy et Terry ont leur propre théorie. Ils pensent avoir photographié un vrai fantôme. Mais si c'est vrai, de qui est-ce l'esprit?
Guy pense que la femme en rose est une femme qui a vécu et est morte là au début du XXe siècle. Son nom, Irene O'Hare. Ce nom qu'ils ont trouvé griffonné sur un des murs de la chambre. Guy et Terry revisitent plusieurs fois la maison, mais le fantôme de Greencastle ne réapparaît pas. Cependant, les hommes prennent 2 autres photos tout aussi difficiles à expliquer. La première est cette photo de ce qui ressemble à une femme dans une robe flottante. Sa couleur intense la fait surnommer le fantôme doré. Le deuxième événement étrange survient alors que Guy prend des photos de la maison. Tout à coup, 3 formes passent près de lui comme des nuages. Est-ce simplement le brouillard ou une sorte de brume? Si tel est le cas, il aurait fallu une sacrée brise pour se déplacer à cette vitesse. Mais les cheveux et les vêtements de Guy ne bougent pas, indiquant qu'il n'y a pas un souffle de vent. Malheureusement, ces questions et d'autres ne trouveront peut-être jamais de réponse, car la maison a été détruite pour laisser place à ce champ de maïs. Mais le souvenir de la maison de Greencastle restera dans la mémoire de Guy et Terry, qui ont peut-être réalisé l'impensable, saisir l'image de visiteurs de l'au-delà. Ce qui m'a réveillé, c'est une odeur très caractéristique. C'était l'odeur corporelle de ma mère, morte 9 ans auparavant. Quand c'est passé à travers mon corps, à ce moment-là, j'ai ressenti une sensation incroyable de joie, un apaisement de tous mes soucis et de mes tensions. J'ai senti de l'air à mon oreille, comme une vapeur qui me rentrait dans l'oreille. Elle essayait de me dire quelque chose, et j'ai hurlé, vraiment hurlé, tellement j'étais terrifiée. Sur l'île d'Hawaï, habite une petite fille de 5 ans sur laquelle un fantôme semble veiller. Elle s'appelle Carissa. Depuis qu'elle a 4 mois, sa famille sent autour d'elle une présence mystérieuse. Elle n'arrêtait pas de regarder derrière mon épaule gauche et de glousser. Je l'ai posée à terre, sur un duvet, et j'ai pris 3 photos d'elle. Quand je les ai fait développer, les photos montraient 2 objets ressemblant à des rubans qu'elle regardait. Personne ne peut voir ces images de fantômes, à part en photographie. J'ai pris 2 photos d'elle dans sa chaise, et quand je les ai fait développer, elles y étaient à nouveau. Photo après photo, ces entités inhabituelles ont été saisies planant près de Carissa. Sa famille est convaincue que ce qui se cache derrière ce phénomène n'est pas de ce monde. Tant que personne n'aura un argument solide établissant que ce n'est pas ce qu'on imagine, je continuerai à croire qu'un être nous autorise à le photographier. La seule personne qui pourrait apporter un éclaircissement à ce sujet est Carissa. Mais elle a trop peur pour parler. Quand je la mets au lit le soir, parfois elle dit « Ils me font peur ». Quand je l'interroge à ce sujet, je n'obtiens aucune réponse explicite. Pour le moment, la famille de Carissa dit que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est accepter ces visiteurs inhabituels. Ce qu'on voit sur ces photos, ça nous dit juste « Nous sommes là. Nous faisons partie de votre univers. Il faut nous faire confiance et nous croire. » Et ce n'est pas parce que vous ne nous voyez pas que nous n'existons pas. L'histoire de Carissa est étrangement similaire à celle du film Le Sixième Sens. Tu sais l'accident? Oui. Quelqu'un a été blessé. Ah bon? Une dame, elle a le cou brisé. Mon Dieu, tu la vois? Oui. Où est-elle? À ma vitre. Dans ce film angoissant, un garçon de 8 ans nommé Cole voit des fantômes. Chérie, tu trembles. Sa mère ne voit rien. Cole, qu'y a-t-il?
Du moins jusqu'à ce qu'elle examine des photos de son fils. Elles se rend alors compte que sur chaque photo, on voit Cole avec de mystérieuses lumières, des apparitions venant d'une autre dimension. Je vais vous dire mon secret maintenant. Je vois des gens morts qui mangent comme les gens normaux. Pour des millions de gens, il ne s'agit que d'un divertissement. Mais pour un garçon de 6 ans, cette histoire de fantôme de cinéma est tout à fait réelle. Il s'appelle Justin Quinn. Comme Carissa et le petit garçon dans le 6e sens, ces photos de bébé le montrent entouré de lumières blanches inexpliquées. Mais tandis que Justin grandissait, ces images fantomatiques ont pris une forme plus humaine. Je me souviens la première fois quand il m'a dit qu'il voyait un homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Il était là. Et puis, il est parti. Il est sorti de l'autre côté. Justin dit aussi qu'il a eu une seconde apparition, celle d'une jeune fille. Je n'ai rien dit. J'avais peur. Je me cachais sous mes couvertures et je regardais par en dessous. Et elle était encore là. Et elle se rapprochait plus près, plus près, plus près. James Van Praagh, le célèbre médium et auteur du best-seller Parler au ciel, vient chez les Quinn dans le Connecticut pour essayer de prendre contact avec les fantômes. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Enchanté. Devant les caméras, Van Praagh rencontre Justin pour la première fois. Salut Justin, ça va? Bien. En entrant, j'ai senti une densité, de l'énergie dans la maison. Tu t'assois ici et je m'assois là? Puis Van Praagh commence le délicat processus de questionner ce garçon timide. C'est là qu'il se tenait? Oui, j'ai vu une petite fille qui se tenait dans ma chambre. Comment était-elle? Blonde? Elle avait les cheveux tout dressés. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants et ils sont très réceptifs, ouverts et sensibles au monde des esprits, car ils en sont très proches. Où est ta chambre? Justin montre à Van Praagh où il a vu la première fois les images de l'homme et de la petite fille. Jolie chambre. C'est là que tu as vu la petite fille? C'est là que j'étais. Tu étais là. Tu dormais ou tu étais réveillé? Réveillée. Tu étais réveillé. Chaque fois éveillée. Ensuite, ils vont au sous-sol où Justin dit avoir vu les deux apparitions. Ils sont dans cette pièce? Elle se cache dans le placard. Pourquoi elle aime être là? À cause des jouets. Elle aime les jouets. Parfois, elle joue avec mes jeux. Pourquoi ces esprits entraient-ils cette maison par ailleurs heureuse? Pendant l'enquête de Van Praagh, il sent quelle pourrait être la réponse. J'ai le sentiment qu'autour de ce site, il y a eu des gibets. Ça peut sembler étrange, mais des gens y ont été tués. Après avoir passé une heure avec le garçon, Van Praagh en tire une conclusion étonnante. Justin a bien vu des fantômes. Van Praagh le sait car il lui semble les avoir vus aussi. Dans la cuisine, il explique sa vision de médium à la mère de Justin. Ce que j'ai capté, ce sont deux jeunes filles, et une autre aussi avec de longs cheveux blonds, comme les vôtres, mais plus clairs. J'ai vu aussi un homme qui tenait leurs mains. Il m'est apparu comme une figure de père, avec un visage très long et très fatigué. Non, ses joues sont bien plus minces. Van Praagh décrit les esprits à un dessinateur de la police. Et il a le menton plus long. Beaucoup plus long? Oui, et plus fin aussi. Beaucoup plus fin? Et les yeux plus ronds et sombres. Maintenant, pour la première fois, tout le monde peut voir les visions qui ont hanté Justin. C'est bien la jeune fille de ta chambre? Oui. C'est bien elle? Oui. C'est ressemblant? Oui. Je pense qu'effectivement, il voit des fantômes dans la maison. Il est très réceptif à cette énergie et son esprit n'a pas encore été pollué par la société. Il est resté ouvert et innocent. Alors, que réserve l'avenir à Justin et à son 6e sens? Seuls les esprits le savent.
Et pour le moment, ils ne le disent pas. J'ai levé les yeux et dans l'entrée, il y avait une lueur brillante. Elle vibrait, diminuant et augmentant, pas comme un globe solide. Cette boule a paru s'élever, elle faisait la taille d'un demi-ballon de basket. Elle s'est agrandie un peu, puis a diminué, s'est écartée du mur, et puis a disparu. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Linda Davis affirme voir des esprits revenus d'outre-tombe. Je vois des choses. Et je ne peux pas expliquer pourquoi je les vois. Dans cette maison abandonnée, au fond du sous-sol, Linda rencontre des entités lumineuses qu'on appelle des orbes. Ce sont des sphères d'énergie rayonnantes qu'on pense être des esprits revenant dans le monde physique. Celui-là est monté de son bras, tout droit jusqu'au plafond. Je le sens quand il y a des orbes. Ça me donne un frisson le long de la colonne vertébrale. Il y en a un qui passe le long de ses doigts. En voilà un autre qui descend. Il part à gauche, vers le haut de l'escalier. Le docteur Andrew Nichols, célèbre parapsychologue, a enquêté sur plus de 600 cas classés comme paranormaux. Le docteur Nichols examine minutieusement la maison. J'ai pu mesurer à la fois la température et le champ magnétique de quelques orbes. Ils émettent un champ magnétique très élevé et sont 10 degrés plus chauds que l'environnement immédiat, ce qui indique qu'il s'agit d'une boule d'énergie. Nichols pense que le champ magnétique rend encore plus sensibles les gens qui ont des capacités de médium. En voilà un, juste devant. Le voilà. Oh là là! Heureusement, la maison n'est plus abandonnée. Les nouveaux occupants souhaitent explorer plus avant ce lien vital avec le monde de l'au-delà. C'est ici qu'on trouve certains des orbes les plus mystérieux jamais constatés, dans la forêt noire du Colorado. Ma maison n'est pas comme les autres, parce que je crois qu'elle est hantée. Celui qui les a filmés est le père du garçon, Steve Lee. Je n'ai jamais rien connu de tel, paranormal ou autre. On n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Le voyage de Steve dans le surnaturel commence de façon assez innocente. En 1992, sa famille et lui-même emménagent dans ce qu'ils pensent être la maison de leurs rêves. Mais peu après, leur rêve tourne au cauchemar. Toute la famille est partie chasser 10 jours dans les montagnes. C'est quand on est rentré que tout a commencé. On a tout de suite vu que les meubles avaient changé de place. On entendait des voix, il nous semblait voir des silhouettes vagues. Les garçons étaient terrifiés, ils ne savaient pas qui c'était, et moi non plus. Déterminé à prouver que ces événements étaient d'origine humaine, Steve installe des caméras de surveillance high-tech autour de sa propriété. Mais ce qu'elle montre ne ressemble à rien de connu. On voit de petits orbes flotter dans les différentes pièces de la maison. Je n'ai toujours pas la moindre idée de ce que c'est. Puis, à l'extérieur, Steve filme des orbes plus grands, encore plus difficiles à expliquer. Remarquez comme ils volent autour des arbres et changent même de direction. Steve pense que ces orbes ne sont pas créés par des flashs ou par un autre trucage optique. Mais la découverte la plus étonnante reste à venir. Une nuit, pendant que Steve et sa famille dorment, une caméra continue à tourner. Voici ce qu'elle enregistre. L'orbe le plus incroyable jamais enregistré. Sa taille extraordinaire, sa brillance et ses détails semblent défier toute explication scientifique. Le docteur Michael Kutz est consultant pour la police en activité occulte. Il visite la maison de Steve et est d'accord avec lui. Elle recèle un mystère troublant. Quand je suis ici la nuit, j'ai presque l'impression d'être observé, qu'il y a d'autres personnes ou une autre énergie autour de moi.
C'est une sensation de supraconscience et de puissance de l'énergie. Après avoir été témoin de ces étranges événements, Steve et sa famille songent-ils à quitter la forêt noire? On a décidé il y a longtemps qu'on ne se laisserait pas chasser d'ici par quoi que ce soit, humain ou autre. C'est ainsi que Steve continue à enregistrer les lueurs fantomatiques qui entourent sa maison, dans l'espoir de découvrir un jour qui ou quoi peut venir du monde des esprits lui rendre visite. Dans le miroir, j'ai vu une sorte de brouillard, comme de la fumée. C'était froid. La brume était au-dessus de moi dans l'escalier. C'était féminin. Je me demande comment je peux dire ça, puisque c'était une brume sans forme humaine. C'est un fantôme que j'ai vu. Il n'y a pas d'autre explication. Alton, dans l'Illinois, a sans doute l'air d'une ville typique du Middle West. Mais elle renferme un secret effrayant. C'est le site de ce qui pourrait bien être la maison la plus hantée aux États-Unis. Bienvenue dans la maison McPike. Construite en 1869, cette maison maintenant abandonnée est enveloppée de légendes de violence et de peur. Une dame est censée avoir été noyée ou assassinée dans la baignoire. La légende locale raconte que certains s'y sont pendus. La femme qui la hantait avait eu son mari tué dans la guerre de sécession. Réalité ou fiction, les gens du coin et les experts en paranormal croient que la maison est hantée. Nous pensons qu'il y a au moins 10 esprits ici. Et ils pensent que les esprits se rassemblent au sous-sol. Avec leurs murs en briques et pierres à chaud, ces pièces ne voient jamais la lumière du jour. Aussi, la meilleure façon de filmer une activité paranormale est d'utiliser une caméra infrarouge. Voilà, c'est la cave à vin. C'est le cellier. C'est ici qu'il y a le plus d'activité. René Horat et un groupe de collègues chercheurs descendent au sous-sol avec leurs caméras vidéo qui tournent. Ce qu'ils vont vivre, ils ne l'oublieront jamais. On bavardait tout en avançant. Et soudain, on est entré dans une autre pièce. Il y avait une sorte de brume très épaisse, presque un rideau de fumée. Oh mon Dieu, je la vois bouger juste devant moi. Est-ce un simple caprice de la nature ou la manifestation d'un fantôme? Oh mon Dieu. D'accord, j'enregistre. Ça tourne. On peut vraiment le voir maintenant. Je le sentais même à travers mes vêtements. C'était comme si des plumes me caressaient le corps. Il y en a une énorme là. Énorme. René et les autres témoins rejettent la théorie attribuant la brume à l'humidité ou à une autre substance de ce monde. De la brume aurait laissé de la condensation sur les objectifs des caméras. On l'aurait senti sur la peau, les vêtements, mais rien de tout ça. C'était électrique. Plus difficile à expliquer encore, la façon dont la brume se déplace dans le sous-sol, comme si elle était mue par une volonté propre. Oh mon Dieu. Je la vois changer de direction. Vous êtes témoin, il n'y avait rien ici. Cette pièce était complètement vide quand on l'a quittée il y a quelques minutes. Puis, aussi vite qu'elle s'est matérialisée, la brume disparaît. Il y en a encore? Un peu, pas beaucoup. Qu'ont donc rencontré au juste René et les autres, au sous-sol de la maison McPike? Pour moi, la brume est une énorme entité. Elle a beaucoup de force. Quoi que ce soit, il est clair que le mystère de cette maison hantée est loin d'être expliqué. Nous avons vu des images perturbantes, suggérant l'existence d'un monde au-delà de celui que nous connaissons et touchons.
Mais c'est un monde qui n'accueille pas toujours bien notre curiosité. Les esprits nous rendent-ils visite? Personne n'en est sûr. Mais qui peut ignorer ces preuves filmées, considérées par beaucoup comme les fantômes les plus effrayants du monde, jamais filmées?